Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat à faire croiser qui aborde le calendrier scolaire réaménagé. Vous le savez, après la série de semaines de débrayage, le législateur a jugé nécessaire de toiletter quelque peu, de réaménager le calendrier scolaire afin de permettre aux apprenants et au corps enseignant, je dirais, de s'adapter aux quelques semaines qui restent. Alors, voilà ce qui a été fait. Le calendrier a été modifié, sensiblement modifié. Mais maintenant, comment doivent-ils se comporter, enseignants et apprenants, dans ce cas? Pour faire ce débat, nous avons, je vous le disais tantôt, invité pour vous Euseb Patinvo. Il est enseignant à la retraite, éducateur. En face de lui, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Directeur Euseb Patinvo, bonjour. Bonjour, Loris Dagba, Fréjus Dagba, Loris Fréjus d'abord. Peggy, bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Excusez-moi pour de peu, je viens d'une école pour une autre école. Oui. Il y a de quoi... On vous comprend à des mémots, directeur Euseb Patinvo. Oui. Alors, je le disais tantôt, pour pouvoir valider l'année, pour pouvoir s'en sortir, l'État a dû modifier, je disais, sensiblement le calendrier scolaire. Directeur Euseb Patinvo, il ne reste que, je dirais, un peu plus de 2 mois pour les enseignants et apprenants maintenant pour s'adapter, pour pouvoir répondre aux différentes évaluations de fin d'année, pour valider cette année. Alors, comment se comporter dans ce cas d'espèce, directeur Euseb Patinvo? Si nous devons faire un peu de mathématiques, une école de qualité fondamentale compte 151 jours. Alors, si les grèves ont commencé le 12 janvier, c'est que nous avons fait pratiquement 63 jours d'activité correcte. Et il restait 88. En sauvant, dit-on, l'année, au passage, je dis merci aux syndicalistes et au gouvernement pour avoir sauvé nos enfants. Oui. Parce que c'était notre préoccupation quand nous fustigeons ce comportement en mars dernier. C'est important de le reconnaître. Donc je leur dis merci au passage. Parce qu'ils auraient pu faire autrement. Voilà. Alors, il nous reste 88 jours à sauver sur 44 qu'a concédé le prolongement. Je me demande comment, par quelle alchimie, on pourra faire ce redressement-là. Mais ce n'est pas chose impossible. Alors, pour ma part, je pense que j'aurais à beaucoup parler à 3 acteurs principaux, à savoir mes chers collègues enseignants, les apprenants et les parents, pour que vraiment on puisse sauver les meubles et passer les examens dans de bonnes conditions. Je ne dirais pas très bonnes conditions. C'est vrai. Parce que ce serait chassé-croisé, ce serait à pas de soldats qu'on va à cet examen-là. 3 acteurs, vous avez noté, on va y revenir. Peggy Ludovic Dagba, avant ce débat à faire croiser, vous le savez, on a passé plusieurs semaines à décortiquer, à nous intéresser à cette longue et élastique période de débrayage. Nous sommes maintenant au-delà, bien loin de cette nébuleuse de grève. Maintenant, face à l'année scolaire qui se résume maintenant à seulement quelques mois. Je dirais 2 mois et demi, ou presque 3 mois. Non, on dira simplement 2 mois, parce que nous sommes déjà en mai, les examens sont en juillet, à partir de 2 juillet, on a le CEP, je crois, le 9, le BEPC et le 14 ou le 16, le bac. Donc voilà un peu la situation, pas pressée, on va dire, qui s'impose aux élèves. Et là, beaucoup d'inquiétudes, toute une foule d'inquiétudes, parce que pour avoir été dans cette même position, il y a des années, découlées, c'est pas carrément un rouleau compresseur qui donc va se dérouler contre les élèves, on va dire, parce que vraiment après tout ce temps passé en hibernation, il faut retrouver les cours, il faut retrouver les cahiers, il faut retrouver en tout cas ses esprits afin d'assimiler au plus tôt l'essentiel.
Les enseignants interrogés sur la question par rapport à ces inquiétudes ont semblé donner vraiment d'assurance. Oui, nous sommes des spécialistes de la question, c'est notre travail, nous saurons quoi faire pour amener les enfants à avoir l'essentiel. Serait-ce aussi Alors, facile? eux, ils vont donner l'essentiel, d'accord. Mais est-ce que les enfants pourront pénétrer cet essentiel-là et vraiment se l'approprier afin de le rendre pendant les examens? C'est là après ce long moment de repos, toute l'interrogation. Les automatismes. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, les 9 mois de cours n'ont pas été décidés au bit et orbi, comme simplement parce que le législateur ou les décideurs en ont décidé ainsi. Non, c'est parce qu'il y a des fonctions quand même essentielles. Vous avez les cours, vous devez les apprendre, vous devez faire les exercices d'application, faire également des exercices maintenant d'approfondissement pour mieux acquérir la connaissance. Tout cela se passe dans un temps donné. Est-ce que ces enfants-là auront le temps matériel pour vraiment tout ce processus afin vraiment de pouvoir ingurgiter toutes ces connaissances et les rendre en temps réel? Là réside le gros problème et je pense que ces enfants, ces enseignants-là ont beaucoup à faire pour vraiment nous sortir de leur trip des solutions afin de permettre à ces enfants, à ces élèves, de pouvoir assimiler comme cela se doit ces connaissances qu'ils vont dispenser. Ce n'est pas du tout facile et ce ne sera pas un miracle. Moi, j'ai peur vraiment par rapport à cette situation. Mais nous avons quand même un enseignant qualifié, assez expérimenté devant nous. Il va peut-être aider aussi les enfants à travers certaines astuces, certains conseils pratiques pour pouvoir leur permettre vraiment d'aller au fond des cours. Directeur Eusèbe Patimvo, vous avez consommé plus d'une trentaine d'années pour de loyaux services à cette nation, avec craie au tableau, bic rouge à corriger des cahiers. Vous avez connu aussi des semaines de débrayage comme cette année. Alors, comment se comporter quand on se retrouve à peine 3 mois de cours pour valider une année? Je te remercie. Je voudrais remercier au passage les leaders d'opinion qui, dans leur confession religieuse, pour certains, ont organisé des TD. J'en suis acteur et je pense que je voudrais, demander aux parents un comportement. C'est de rassurer les enfants parce que c'est eux qui dépensent et c'est les enfants qui vont dépenser leur psychose, leur énergie. Donc, je demande aux parents de veiller beaucoup sur la santé des enfants, de les amener à boire beaucoup d'eau, à consommer beaucoup de saccharose, miel, dattes, sucre, pas des sucres en poudre, et de leur faire un bilan de santé, s'il faut, traditionnellement ou bien à la moderne. Et maintenant de les accompagner tout le temps. Parce que vous dites 3 mois, moi j'ai peur. Nous n'avons que 44 jours, moins 1, ça fait 43 aujourd'hui. Alors, ceci fait... Vous êtes précis là. Là, je suis précis. Oui. Il faut accompagner les enfants pour les 43 jours restants avant les examens. Quant aux enfants, je dirais qu'il faudrait finir avec les distractions inutiles, les promenades inutiles, la télévision, les jeux sur télé, les jeux sur téléphone portable et la grasse matinée. Il y en a plus. Mais il faudrait se reposer aussi et être attentif à tout ce que dira le maître. Alors, quant au maître, je pense que ce n'est plus le temps de faire de grandes leçons. Il faut faire un point d'exécution du programme. Je l'ai toujours dit, un point d'exécution. Qu'est-ce que j'ai fait? Par rapport à ma planification annuelle, où est-ce que j'en suis? Maintenant, définir le directeur avec ses collaborateurs, avec la bénédiction des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, les CRP, ils vont voir les contenus notionnels prioritaires vers chaque examen. Monsieur Patimvo, vous savez très bien que nous avons déjà pratiquement consommé 6 mois si les cours étaient normalement dispensés. Est-ce que vous êtes sûr que les notions essentielles que les enfants devraient avoir à cette date précise ont déjà été données? Je crois assurément non. Maintenant, comment vont-ils s'y prendre, ces enseignants-là, pour vraiment apporter ces notions essentielles aux élèves? Non, je pense que... Parce que nous sommes en mai, nous n'avons que, franchement, 1 mois et demi de cours, hein, parce que demain c'est le 15. Hein. N'est pas enseignant qui veut. Il faut pouvoir se documenter, se doper.
connaître la chose avant d'aller vers les apprenants. C'est pourquoi je dis, après avoir fait le point d'exécution du programme avec la bénédiction du réseau d'animation pédagogique, on définit les contenus notionnels prioritaires vers l'évaluation de tel champ de formation, de tel champ de formation. La même chose peut se passer au collège et à l'université. Et revoir, parce que je sais que les épreuves des examens sont déjà ficelées, tout est prêt. Donc revoir, parce qu'une épreuve balaie toute l'année scolaire. Maintenant qu'il y a des contenus notionnels qui ne sont pas vus et qui ne sont pas susceptibles d'être enseignés en situation de classe, ne serait-ce qu'à travers des exercices. Hier, par exemple, on faisait communication à l'écrit avec les enfants à partir d'un test de dictée et arriver sur l'explication d'un mot. Par exemple, on peut étendre, faire le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, ramasser un peu de tout et donner de petits résumés qui puissent leur permettre par tentacule de retrouver les leçons qui n'ont pas été abordées. Vous voyez bien ce que je dis. Voilà des astuces. C'est possible. À partir d'un exercice, on révise des cours qui tournent autour et définir les règles avec les enfants. Là, ils retiennent et vous donnez de petits exercices. Ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Mais donner, recommencer, chapitre tel, tout, là, vous allez embrouiller les enfants pour rien. Et un examen ne se prépare pas en une seule année. Ça se commence, par exemple, le CEP, c'est depuis la maternelle 1 et 2 qu'on prépare l'enfant à tout ça. Alors, permettez-moi de faire une pichenette dans les classes intermédiaires du CP, du CI jusqu'au CM1. Les enfants et de la 6e en 4e et de la seconde en première. C'est la même technique, mais il faudrait que l'on sache quel profil d'élèves je veux former pour telle classe. Quel profil. Et par rapport à ce profil-là, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Alors, le combiné, le confiné de ce qu'on peut faire là, ça donne lieu à quel chapitre? Donc, je voudrais dire que le sacrifice que les enseignants doivent se faire, c'est qu'après avoir fait le point d'exécution du programme, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et comment les chapitres qui se donnent la main, en prérequis, on les regroupe et à travers des exercices, on les impacte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Donc, de cette manière, on aurait pu quand même toucher ces chapitres-là et rassurer les enfants dans les procédurales des exercices pour vérifier si le cours est bien su. Alors, donc, si je vous résume très rapidement, c'est que on prend un exercice qui peut permettre vraiment d'enseigner certaines notions et toutes les notions connexes. À partir de cet exercice, l'enfant comprend et en même temps apprend. Voilà. Donc, à partir de cet instant, je crois que le terrain est déblayé. Maintenant, quel sera le rôle de l'enfant à ce moment-là? Je l'ai dit tantôt. 1. L'enfant est ce que nous voulons qu'il soit. Donc, le parent et l'enseignant doivent aménager autour de lui un climat d'affection, un climat de rigueur, et comme on le dit, une main de fer dans des gants de velours. Donc, ménager la chèvre et le chou à la fois. Donc, lui donner un emploi du temps précis, depuis la maison. À la maison, à quelle heure se coucher, à quelle heure se lever. Ça n'exclut pas les travaux de maison, comme je l'ai toujours dit. Et vite aller à l'école. Il y a certains parents qui se disent, vu la pression et tout, on t'enlève de toute tâche domestique, tu dois simplement te consacrer à tes études. Il y a beaucoup de parents qui aujourd'hui je dis une fois, Monsieur Peggy, je dis une fois, je ne vais pas te laisser terminer. Bien faire à la maison amène à bien faire dehors. Donc ça n'exclut pas. Réaménageons aussi, l'État a réaménagé le calendrier scolaire, réaménageons le calendrier de la maison. Et allons à la rigueur. Vous faites asseoir l'enfant, le dialogue encore, Peggy et M. Lorus. Il faut dialoguer avec l'enfant. Tu as un examen. Moi, voilà ma responsabilité. Toi, quelle est ta responsabilité? Vous définissez un calendrier d'activité avec l'enfant. L'enfant sera content parce qu'on l'a considéré. Quand on considère l'homme, il se donne à fond. Donc, quand vous considérez l'enfant, vous lui dites, tu as tel objectif à. La gestion est assez sur les résultats. Gars. Donc, l'enfant sait qu'il a un objectif. Le parent sait qu'il a un objectif. Chacun le définit. Et maintenant, les parents doivent aller sérieusement vers les enseignants pour qu'il y ait une combinaison, un trilogue, rapport école-maison. Vous voyez, pour suivre un peu les enfants. Donc, je dis, les parents doivent dialoguer avec les enfants. L'enseignant aussi, au lieu d'être le magistère sur sa chair, il va vers les enfants, il leur dope le moral avant le début du cours, et puis il leur montre au bout de quel tunnel il doit avoir. Je pense que une éducation participative, c'est une stratégie participative. Et quand les enfants sont fatigués,
procéder à des jeux, des activités ludiques qui puissent... Il peut faire des jeux en cette période-là? Si, ce n'est pas exclu. Comment? Monsieur Peggy, il n'est pas exclu de trouver une petite histoire éducative qui puisse les faire rire et les ramener. Parce que l'attention de l'enfant du CI au CM2, même de la maternelle, c'est 15-30 minutes. Donc, si vous travaillez parce que le temps est pressé, au lieu de 30 minutes, 45 minutes, non. Dans les 30 minutes, 45 minutes, je peux prendre 5 minutes pour faire chanter les enfants, pour dire un conte rapidement qui fait rire dans le terroir. Et puis, le travail continue. Et on oublie sa fatigue. Même avec les adultes, ça peut se faire. Donc, vous amusez un peu la galerie, ou bien vous demandez à un enfant de raconter son week-end, il raconte, les autres le disent, et puis bon, revenons à nos moutons. On tire les leçons. On tire les leçons, et puis la lutte continue. Mais si vous dites pression pour pression, les enfants vont craquer. Il y a des enfants aussi, face à la situation, face vraiment au caractère assez massif des cours qu'ils vont recevoir, perdent l'assurance. Ils ont la psychose. Ils se disent, est-ce que je vais y arriver? Comment je peux... Et là, ils perdent les pédales. Je reviens pour dire, l'instituteur, l'enseignant, un psychologue. Et quand les enfants sont fatigués, soit ils jouent, soit ils dorment, soit ils ne vous suivent plus. Et si vous êtes réellement instituteur, j'ai dit qu'il n'est pas un instituteur qui le veut, mais qui le peut. Donc quand je vois que ma troupe ne me suit pas, et Napoléon l'a dit, la meilleure manière de vivre sa troupe, c'est de rester dans la troupe. Si vous allez dans la troupe et vous constatez qu'ils sont fatigués, bon, vous les laissez pas aller en récréation, vous les laissez se reposer, vous leur dopez le moral. Et il y a la stratégie de travail en groupe qui permet aussi d'éviter les fatigues. Là, il y a jeu de rôle, il y a le modérateur, il y a le secrétaire, il y a le rapporteur. Vous voyez, les enfants se partagent les rôles. Le travail à faire individuellement par une seule personne du début jusqu'à la fin est fait par le groupe. Je pense que quand l'effort est partagé, plus uni, plus on est fort. Mais quand l'enseignant n'arrive pas à déceler ces problèmes chez l'enfant, parce que vous savez, les enfants sont taiseux, ils n'arrivent pas vraiment à exprimer leur état d'âme. Je l'ai dit, faites attendre les enfants, dialoguer avec eux. Celui qui est distrait, celui qui ne suit pas, celui qui est triste par exemple, vous pouvez créer un jeu, le faire danser. Je pense que l'éducation de l'enfance est essentiellement ludique. Il faut à travers de petits jeux. Et j'ai confiance à mes collègues instituteurs, jeunes instituteurs, ils ont eu des formations pour ça. Ceux qui ne l'ont pas n'ont qu'à entendre. Amusez-vous beaucoup avec les enfants. En 30 minutes, créez toujours 5 minutes d'amusement. Vous allez déceler ceux qui ne suivent pas. Et il y a à travers de petits exercices, des évaluations formatives, vous allez vous rendre compte qu'ils ne suivent pas. Et quand ils ne suivent pas, vous les ramenez. Donc c'est la psychose. L'instituteur béninois aujourd'hui doit être psychologue pour voir le seuil de fatigabilité des enfants et pas des astuces, arriver à les ramener à son message. Mais au préalable, il faudrait qu'il maîtrise ce qu'il veut enseigner et les chapitres concomitants, comme je l'ai dit, au contenu notionnel non déjà enseigné. Directeur Pativa, vous avez donné tout à l'heure un exemple d'exercice récapitulatif pour, je dirais, jauger l'assimilation des prérequis et préacquis. Outre un tel exercice, y a-t-il d'autres astuces à souffler, à partager avec les apprenants et les jeunes enseignants? Non, aux apprenants, aux enseignants, je ne trouve pas mieux. Je pense qu'en évoluant comme ça et en maîtrisant ce qu'on veut faire, sans détruire ce qui a été fait au premier trimestre, je pense que de cette manière, et sachant là où on va, on peut conduire les enfants. Bon, ce que je vais ajouter, c'est qu'il faut donner un peu l'amour de la lecture aux enfants. Parce que c'est la lecture qui autonomise l'éducation de l'enfant. Et à travers des annales déjà corrigées, les enfants peuvent lire, bon, référence à tel, nous avons fait un ou deux exercices, prenez telle annale, lisez. Et il y en a plein sur la place aujourd'hui. On peut demander aux enfants, et puis de temps à autre, que l'enfant ne se couche pas sans avoir fait une petite dictée de 10 lignes. De 10 lignes. Là, nous constatons que le directeur est resté plus dans son marigot de l'enseignement de base. Enfin, oui, pour le collège, c'est pareil. Pour le collège, moi, je me rappelle quand je préparais le certificat d'activité professionnelle, le CAP, les chapitres que nous avons, c'était long, c'était des bouquins. Mais à 2, là, ça fait travailler en groupe. À 3, Peggy prend un pan du chapitre, il lit. Nous écoutons, nous posons des questions.
Loris fait la même chose, je fais la même chose. Là, le travail en groupe, pas seulement en classe, mais à la maison, les quartiers de proximité. J'ai dit que les leaders d'opinion sur certaines paroisses, par exemple à Aglo et à Saint-Joseph, c'est comme ça que je procède avec les enfants. Ils lisent le chapitre et ils se posent des questions. Parce que c'est dans nos stratégies, dans nos procédés, qu'est-ce que tu veux savoir quand on annonce le contenu notionnel? Qu'est-ce que tu veux savoir de ce qui est annoncé, de la proposition d'acquisition? Qu'est-ce que tu veux savoir? L'enfant dit et l'enseignant complète. Un homme n'est plus si bête aujourd'hui. Hein. De quelque chose, il sait quelque chose et c'est à l'enseignant d'accompagner. Donc, quand le contenu notionnel est annoncé, vous demandez aux enfants qu'est-ce que vous voulez savoir et vous complétez. Et comme je l'ai dit, quand nous lisons, même au collège, quand nous lisons les chapitres, il y a des questions susceptibles d'être posées. Et je me suis rappelé les leçons, les résumés de ces leçons-là qu'on n'a pas vues, on peut les prendre, les lire et demander aux enfants de poser des questions. Quel est l'objectif de cela? En composition, on ne demande pas à l'enfant de réciter la leçon, mais on lui pose des questions. Donc ces résumés de leçons-là peuvent être transformés en questionnaires. Et quand l'enfant maîtrise ce questionnaire-là, je pense qu'il pourra répondre quand les questions d'évaluation vont arriver. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Donc, la lecture encore comme vecteur de savoir. Vous voyez? Donc, au lieu de reprendre, je prends le résumé, je lis paragraphe par paragraphe et je leur demande leur compréhension là-dessus et j'explique, assorti de petits exercices en classe, de petits exercices avec accompagnement des parents éventuels à la maison. Bon, je n'aime pas trop la chose, mais comme c'est de fait, les répétiteurs de maison doivent aussi... J'allais vous poser la question, parce que c'est un problème quand même à mon niveau, en cette période où vraiment la pression est maximale, on va dire. Est-ce que les répétiteurs ont un rôle à jouer? Est-ce qu'ils ne vont pas jouer un peu les troubles faits? Parce que là, ce n'est pas garanti que ce que l'enfant a reçu en classe comme notion soit exactement approfondi comme cela se doit par le répétiteur à la maison. Les deux risquent d'avoir des objectifs différés et l'enfant, à son tour, risque d'être tournoyé dans tous les sens. Quel sera le rôle du répétiteur à ce niveau? Parce que beaucoup, je pose la question, parce que beaucoup de parents, et bien sûr, réussissent à... sinon se disent qu'il faut vraiment se faire aider du répétiteur qui vient à la maison pour aider ce que... comment dirais-je, l'enseignant a déjà donné en classe afin que l'enfant puisse avoir la bonne connaissance. Le répétiteur, pour moi, d'être en synergie, en communication avec le maître de la classe. Donc, il est nécessaire. Obligatoirement. Sinon, il ira... Si j'ai demandé le point d'exécution du programme, il doit se rapprocher du maître de la classe pour savoir là où on en est par rapport à la mathématique, là où on en est par rapport à la philo, là où on en est par rapport à l'éducation sociale. Vous voyez bien ce que j'impacte les deux niveaux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Les contenus notionnels là, il doit se les approprier. Et il faut éviter les répétiteurs crieurs. Moi, j'appelle les répétiteurs mieuxins. Parce que le mieuxin crie pour faire savoir qu'on est en train de prier. Alors, ce que j'appelle les répétiteurs mieuxins, c'est que toi, parent, à côté, tu entends le répétiteur crier. Et travailler à la place de l'enfant. C'est plutôt les répétiteurs qui amènent l'enfant à travailler qu'il faut prioriser. Qu'est-ce à dire? Quand je fais un premier exercice. Je montre la procédure à l'enfant. Je l'amène aussi à faire l'exercice lui-même. Parce que très souvent, le répétiteur mieuxin, il est là, il fait tout au tableau, l'enfant recopie. Le parent, très content, mais arrivé en classe à l'évaluation finale certificative, l'enfant n'arrive pas à s'en sortir. Il faut apprendre, il ne faut pas donner le poisson, il faut apprendre à pêcher. Il faut apprendre à l'enfant à pêcher là. Donc, un premier exercice d'explication, un deuxième pour la procédure et laisser l'enfant s'essayer. Quand l'enfant ne s'essaye pas, il n'a rien appris. Il n'aura rien appris. Donc, les répétiteurs, pour moi, ce n'est pas que c'est nécessaire, c'est maintenant que c'est nécessaire. Mais c'est un mal nécessaire maintenant, mais dans un certain accompagnement et dans un échange avec l'enseignant de la classe, de l'élève que tu tiens. Il faut qu'il maîtrise aussi ce contenu notionnel, ce qu'il veut enseigner à l'enfant. C'est cela. Mais est-ce que c'est le moment pour le parent qui n'en avait pas pour l'enfant d'aller en chercher un aujourd'hui? Je crains fort que l'enfant n'étant pas habitué à ce rythme, de cette manière de faire, ne s'embrouille. Et si le parent doit le faire, il doit s'asseoir avec le maître de l'enfant, le répétiteur, et je dis le maître, le parent, le répétiteur et l'élève lui-même.
Là encore, le dialogue. Là, il faut trouver la nécessité d'abord de faire accepter le principe Oui, à l'enfant. à l'enfant. Sinon, si vous le faites, l'enfant, son maître est son Dieu. Hein. C'est mon maître qui a dit. Même si c'est une erreur, c'est une faute écrite par l'enfant, c'est mon maître qui a dit. C'est comme c'est la radio qui a dit. Ah oui. Donc, je pense que le répétiteur, ce n'est pas parce que l'année scolaire a été réduite qu'il faudrait nécessairement le répétiteur. J'ai dit non. Si l'enfant n'était pas habitué, si c'est un enfant moyen qui se défendait, ce n'est pas la peine de l'embrouiller. J'ai dit comment procéder à l'enseignant et aux parents. Je pense que l'enfant réussira. Alors, question peut-être imprévue. Je suppose que l'enfant est déjà, comment dirais-je, dans l'appareillage, avec la pression et tout, et plan, il tombe malade. Dans cette période-là. Hein, une maladie qu'il ne faut pas, une bien vilaine maladie qu'il ne faut pas, et qui survient comme ça. Ça participe des impondérables. Voilà. Gouverner, c'est prévoir. Les facteurs externes. Je l'ai dit à l'entame de cette émission que les parents doivent renforcer la santé des enfants et les mettre en sécurité. Donc ça signifie qu'ils les déparasitent, ils les renforcent et on n'a pas besoin de grands frères pour faire la polémique autour des faux médicaments. Non, avec nos tisanes, de la citronnelle, des feuilles d'oranger, des fleurs d'oranger avec du miel, on peut réparer l'enfant avec les graines de papaye, on peut le déparasiter, les graines d'orange, on peut le déparasiter de citron, manger entier, on peut le déparasiter, le renforcer. Il y a assez de feuilles. Bon, je ne sais pas comment faire cette composition, mais je sais que si on s'occupe à l'entame de la santé de l'enfant, on le suit et l'enfant boit beaucoup d'eau. Il faut le mettre dans un milieu pas trop chaud, pas trop froid non plus, et qu'il boive beaucoup d'eau, il transpire, je pense qu'il pourra s'en sortir. Mais malgré toutes ces précautions, l'enfant tombe malade. Bon, d'une manière préventive, les parents n'ont qu'à savoir que si l'enfant est malade, à la veille de l'examen, il faut un certificat médical pour les sessions de remplacement. Il y en a pour tous les examens au Bénin. Donc, il faut penser déjà à ça. Gouverner, c'est prévoir. C'est pas souhaité, mais si ça arrivait, dès le premier jour, fait constater par le chef centre, qui, la plupart du temps, dans les centres d'examen, il y a un infirmier ou un agent de santé quand même qui atteste. Et par un certificat médical, on constate que l'enfant est vraiment malade et il pourra aller à la session de remplacement de commun accord avec le CRP ou bien l'inspecteur du milieu, celui qui gère l'examen au niveau de la région pédagogique, au niveau du département et au niveau national. Peggy évoquait à travers cette question les facteurs externes constitutifs de l'échec ou de la réussite, parce qu'il y a aussi des facteurs externes constitutifs de la réussite. Lesquels? Il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous, mais qui nous aident à réussir. Il y a que vous tombez sur, peut-être, vous êtes à côté, vous êtes classé le jour de l'examen à côté d'un talentueux que vous copiez allègrement et bon flemmard, bon paresseux. Vous réussissez brillamment. Oui. Voilà. Il y a aussi les accidents. Il y a les accidents. Il y a Dame Pluie qui peut perturber sensiblement, je dirais, le parcours de la maison au centre des examens. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des facteurs. Allons au cas par cas. D'accord. Pour Dame Pluie, parapluie et imperméable. Au cas par cas. Toujours prévoir. Il faut gouverner, toujours prévoir. Toujours prévoir. Même si le soleil semble être assez prévoir fort dans son sac. Bon, maintenant, accident. Je vais faire une pichenette vers mes amis, les aime. Et vraiment, je profite de votre antenne pour dire ceci. Ebomaf, c'est un danger public dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un danger public. Pas Ebomaf, mais les engins. Les engins les gros engins. Les engins bleus d'Ebomaf. Pourtant, c'est la compagnie qui vous construit les voies. Ah non, vraiment, merci beaucoup. C'est des gens qui ont des lementés. Quand j'ai fait mes enquêtes, on m'a dit que tel nombre de voyageurs nécessite des primes, histoire des primes au Bénin. Que ces chauffeurs-là sachent que nos enfants sont sur les routes. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas des sorciers pour partir de leur maison ou bien rester chez eux pour aller prendre les cours. Mais vraiment, pour aller au collège d'Avamen ce matin, j'ai failli me faire écraser. Ça n'arrivera pas. Parce que j'ai demandé à un collège. Nous touchons du bois. Nous touchons du bois. Voilà. Il dit et le fait. Oui. Donc, il venait, il a fallu que j'ai dit, mettre gare et qu'on descende. Et on s'apprêtait à garer quand lui-même il a freiné et il a laissé, il est entré dans les rangs.
chaque fois que moi je sors de Glo pour aller à Calavi, je les rencontre toujours et ils sont toujours à vive allure. Donc je demande à tous les conducteurs d'avoir pitié de nos enfants. Parce que nos enfants, tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter une voiture. C'est peut-être le moment de faire un clin d'œil au commissariat de la ville. Voilà, organiser un peu, je remercie beaucoup la police républicaine, mais vraiment que les centres de sécurité... On peut leur demander d'arrêter de circuler pendant voilà. Je ne sais pas si les camions de Bobaf n'ont pas une heure d'évolution. Merci beaucoup, Peggy. Donc, qu'on règle un peu la chose. La police républicaine le fait déjà, mais je voudrais qu'ils mettent l'accent entre 6h45 et 8h, vraiment assurer la sécurité de nos enfants. Et que les parents, s'ils le peuvent, accompagnent leurs enfants dans leurs écoles, à l'aller comme au retour. C'est vrai. Et que l'on veille aussi à la sortie des enfants pendant les heures, que même si l'école n'a pas de clôture, n'a pas de portail, que les collègues enseignants leur disent restez à l'école pour faire votre récréation et après chaque entrée, contrer et contrôler leur présence parce qu'il y a aussi, bon, je n'ose pas le dire, les sacrifices humains qui profitent de la naïveté des enfants. Oui. C'est le moment d'insister sur ça. Rassurez vos directeurs, Patimvor. Nous allons vous solliciter un peu, je dirais, à quelques semaines des examens. Tout à fait. Ou quelques jours des examens pour repréciser davantage tous ces conseils-là. Prêt à recommencer avec sourire aux lèvres. on fera l'exercice, n'est-ce pas, Peggy de Vidagua? Tout à fait. C'est un exercice assez, comment dirais-je, important pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire quand on est en situation. Et vraiment, la pression aidant, on oublie vraiment même les actes les petits actes, on va dire, qui vont permettre vraiment la sécurité. De courant, inondation dans les maisons. Donc, vraiment, contrôler la position des prises de courant. C'est la bonne période. C'est la bonne période. Refuser aux enfants d'aller vers ces prises-là pendant que, sous la pluie, quand ils ont les mains mouillées, qu'on sort là. Pour les nouvelles constructions, plus ces ennuis. Vous parlez à nous autres qui habitons les taudis construits il y a 30, 40 ans où la prise se confond au plancher. On vous aura compris. En tout cas, c'est nécessaire parce que nous sommes quand même dans une zone où la situation est des plus criarde. À ce niveau-là, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir les nouvelles constructions avec tout ce qu'il y a comme mesures de sécurité. Donc, c'est toujours bon de donner ces conseils. Je voudrais vous demander une permission, c'est de permettre à ce que je vienne avec un acteur en activité prochainement. D'accord. Parce que ça vieillit chez moi les connaissances. Et je pense que de plus fraîche, rassurerait plus. C'est vous qui avez cette expression. Pour nous, c'est encore du consommable. Merci, directeur Eusèbe Patimvor. Les fois à venir, on aura abordé plus en profondeur les facteurs constitutifs du succès et de l'échec. On pourra puiser davantage dans une bonne partie des enseignements de Gabriel Bocor, du professeur Gabriel Bocor, sur la psychologie de l'échec et du succès, et aborder l'effet Rosenthal, l'effet de halo et beaucoup d'autres facteurs. Merci, c'était le débat Faire croiser.